Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Brestoise, Brestois, nous sommes le 3 août 2024, il est très précisément 18h06. Vous venez sans doute de voir Valentin Madouas, le Brestois, remporter la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Et dans quelques heures, vous allez voir le Stade Brestois 29 terrasser la Juventus. Il est quand même sympa ce samedi, t'es pas d'accord, Franche? Il est même très très sympa. Et puis j'ai envie de te dire presque peu importe le résultat face à la Juve ce soir, la médaille olympique, médaille d'argent de Valentin Madouas suffit largement à mon bonheur. Lui qui est un ami du podcast. Très très heureux pour lui, beaucoup d'émotions cet après-midi en regardant sa course, qui était vraiment une course en plus pour les amateurs de vélo, une superbe course. Et voilà, très heureux pour lui, il a vraiment ensoleillé ce samedi un petit peu maussade à Brest. Et par ailleurs, prêt pour la rentrée Stade Brestois, hein, qui est elle aussi relativement excitante. Tout à fait, il y a beaucoup de choses à dire. On vous a interrogé notamment sur votre avis sur le club hors sportif, ça sera pour un prochain podcast. Aujourd'hui, on va parler du sportif, on va parler du mercato de cet été. Ça fait quand même un mois que le Stade Brestois a repris, il y a eu pas mal de matchs amicaux. Mine de rien, le tirage au sort de la Ligue des Champions, c'est dans 26 jours. La reprise de la Ligue 1, c'est dans 14 jours, avec la réception de Marseille. Et finalement, une seule question qui compte, est-ce que le Stade Brestois est prêt? Est-ce que l'effectif brestois est prêt? Et pour ça, ça implique de faire un peu un bilan du mercato. 4 recrues à l'heure actuelle. On va revenir sur les 4, chacune leur tour, donner un peu notre avis, notre ressenti. Dans un second temps, on donnera un avis plus général sur le mercato dans son ensemble. Et on va terminer avec ce qui a quand même fait de l'actualité ces dernières semaines. Pour notre plus grand malheur, c'est le dossier Martin Satriano, qui est bien plus compliqué qu'on ne pouvait l'espérer et qui traduit peut-être un souci chronique du Stade Brestois pour recruter et intégrer des joueurs non français. Donc voilà le petit sommaire. Franche, ça te va? Ça me va parfaitement. Je pense que c'est relativement équilibré, qu'on a pas mal de choses à dire sur ces 3 sujets-là. Et effectivement, comme tu l'as dit, le hors sportif viendra dans un podcast prochain. On a rassemblé un petit peu tous les commentaires que vous avez pu nous envoyer, soit par mail, soit surtout sur Twitter. On va faire une synthèse et on apportera également nos petites informations. Et puis on vous tiendra informé très rapidement. On commence par le mercato, et le mercato, justement, il a commencé avec l'officialisation de la signature de Julien Le Cardinal, qui était prêté la saison dernière à Brest, qui revient donc contre à peu près 2 millions d'euros. Julien Cardinal qui a fête aujourd'hui, ce 3 août, ses 27 ans. Est-ce que tu es content de le voir revenir et à ce prix? Alors, de ce que je sais, le prix serait même un petit peu inférieur aux 2 millions d'euros qui a été évoqué par la presse, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que je suis content? Oui, je suis content pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, parce que je pense que c'est le plus important, parce que je considère que c'est un bon joueur de foot. Dans toutes les apparitions, alors il a fait 12 apparitions avec nous l'année dernière, et j'ai assez peu de souvenirs de mauvais matchs de Julien Cardinal. Soit c'était relativement correct, soit même on a pu voir des belles prestations lorsqu'il devait remplacer soit Brennan Chardonnay, soit Lilian Brassier, voire même sur un côté. C'est un joueur que je trouve assez habile avec le ballon. Balle au pied, il est assez efficace. Je pense qu'il peut encore se renforcer un petit peu dans le duel et physiquement. Mais à ce prix-là, quand on voit les prix du marché, la difficulté des clubs français à recruter, ça me semble intéressant. Et deuxième argument en faveur de sa venue, c'est évidemment le fait qu'ils connaissent le reste de l'effectif, que ça semble être quelqu'un qui est très apprécié. Et important également quand on pense à Martin Satriano, c'est un joueur qui voulait rester absolument au Stade Brestois. Et on sait qu'il avait gardé notamment la maison qu'il louait, et que d'après une interview qu'il avait donnée, je crois que c'est au Télégramme, dans sa tête c'était assez clair, il voulait revenir à Brest, il avait même peur de devoir refaire une saison sur le banc à Lens. Donc personnellement, en tout cas, je suis content de ce retour. Ça apporte une valeur sûre dans la ligne défensive brestoise, qui était un point fort l'année dernière. Et j'espère qu'il aura plus de temps de jeu. Je pense, de toute façon, avec le calendrier qui nous attend, qu'il aura plus de temps de jeu. Mais c'est positif. Oui, et autre chose très positive, c'est qu'il est arrivé très vite. Il a fait toute la préparation, donc c'est important déjà sur l'intégration et même sur tout simplement pour être là au quotidien. Par contre, on va revenir dessus, mais il y a eu un deuxième défenseur central qui a été recruté. Est-ce que tu penses que Julien Cardinal part titulaire
Alors, c'est ma question. Et déjà, tu as raison d'insister sur le fait qu'il arrive tôt, parce que l'année dernière, il arrive en prêt en toute fin de mercato. Donc, question préparation physique et intégration, bah, simplement pas intégration dans le groupe, mais intégration dans la tactique de l'entraîneur. C'est très intéressant. Après, est-ce qu'il arrive comme titulaire? Je ne sais pas. J'ai vu que sur le match contre le Naples, il était aligné avec notre nouveau défenseur NDI. Je ne sais pas si dans l'esprit des Rigois, est-ce qu'il est est-ce que c'est un numéro 1 en défense centrale ou est-ce que c'est plutôt un bis, voire même un numéro 2? Je pense qu'on aura des enseignements avec la composition qui sera présentée dans quelques heures pour le match de la Juve et encore plus sur le match de Newcastle qui, à mon avis, là on verra l'équipe qui commencera contre Marseille le 17 août, si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'en tout cas, il a sa carte à jouer. Il a sa carte à jouer. Il a l'expérience de la Ligue 1, chose que n'a pas l'ancien Troyen. Il a également une petite complémentarité avec Brendan Chardonnay. Donc je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais en tout cas, c'est clairement un candidat à une place de titulaire. Oui, je suis assez d'accord aussi. Complémentarité avec Chardonnay et aussi avec Ndiaye. On l'a vu contre Naples, c'était assez cohérent les deux ensemble. Je m'attendais à le voir peut-être jouer un peu latéral droit parce qu'on sait que c'est quelqu'un d'assez polyvalent et je me disais, c'est aussi pour ça que je suis très content de le voir signer. C'est que quand on n'a pas assez de monde, c'est bien d'avoir des gens polyvalents, mais visiblement, que ce soit dans la présentation à la presse ou sur les premiers matchs amicaux, il vient vraiment pour jouer défenseur central. Je pense que voilà, les quelques matchs qu'il a passés en défense centrale, notamment contre Montpellier la saison dernière, c'était bien, voire très bien. Donc Mhm. moi, je suis très content de le revoir. Et je ne sais pas s'il sera titulaire, mais en tout cas, je ne serai jamais inquiet ou déçu en voyant son nom sur la feuille de match. Et ça, c'est déjà une valeur sûre. C'est joueur fiable en fait, joueur fiable de Ligue 1. Tu n'auras pas de mauvaise surprise, je pense, avec Julien Le Cardinal. J'étais juste un tout petit peu surpris par rapport à son âge. Comme c'est son anniversaire aujourd'hui, je pensais qu'il était un petit peu plus jeune. Mais bon, 27 ans, ça reste encore largement raisonnable pour investir sur lui. Et voilà, on ne perdra pas d'argent sur Julien Le Cardinal, je pense. Tout à fait. On ne perdra pas d'argent, a priori, sur la deuxième recrue de l'été. On l'a évoqué, c'est Abdoulaye Ndiaye. L'épisode de présentation est présent sur notre chaîne YouTube. Ndiaye, défenseur central gaucher, contrairement à Chardonnay et C'est à Le intéressant. Cardinal qui sont droitiers. Jeune joueur, prêt avec une option d'achat de 9 millions d'euros. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Déjà, qu'est-ce qu'on pense du joueur et qu'est-ce qu'on pense de cette option d'achat? Je vais être très honnête avec toi et avec les gens qui nous écoutent. Abdoulaye Diaye, c'est pas un joueur que je connais. Je l'ai très peu vu parce que j'ai suivi un petit peu la Ligue 2 l'année dernière pour regarder notamment les matchs de Gauthier Larsonneur avec Saint-Etienne. Quelques matchs de la JOCR aussi parce que je trouvais que c'est une équipe qui jouait plutôt bien. Mais c'est un joueur que je connais très peu. Donc j'ai évidemment fait mon devoir en écoutant ton très bon épisode avec l'ami c'est Café Troyen, c'est ça, si je dis pas de bêtises. C'est Euh, ça. j'ai également pas mal de relations avec des supporters lyonnais, là où il a été formé, qui en disaient quand même pas mal de bien de ce joueur, qui était il préféré presque Ndiaye à Diomandé. Je crois que les Bon, Bastiais en sont aussi satisfaits. Donc, bah, comme pour tout joueur que je connais pas, j'ai envie de dire que je lui laisse évidemment sa chance. J'ai envie de le découvrir. Ça a l'air d'être en tout cas, il a l'avantage d'être gaucher, et ça c'est bien. On a perdu Lilian Brassier, donc je pense qu'à ce niveau-là, ça fait un bon remplaçant. Est-ce qu'on faudra aussi qu'on se souvienne qu'on a laissé du temps à Lilian Brassier, plusieurs saisons avant que vraiment il s'impose. Ndiaye, il est jeune, c'est un 2002, hein, il a 22 ans. Donc on va lui laisser du temps. Moi, j'attends pas qu'il fasse des masterclass sur les matchs de Ligue des Champions, c'est pas ce qu'on va lui demander. Mais petit à petit, devenir un joueur fiable de Ligue 1. En tout cas, j'ai envie d'y croire et je pense que Brest, si Brest l'a recruté, c'est parce qu'il voit en lui un potentiel. avant tout, je dois revenir quand même sur tes propos. Rappeler que pour les Lyonnais, Zachary Lavidi, c'était la meilleure recrue du Stade Brestois, hein. Donc je me méfie toujours des témoignages des supporters de Et l'OL. Je sais le qu'il y en nouveau il y en Fekir. a. Oui, voilà. Donc je me méfie toujours. Mais en revanche, le joueur, bon, la symbolique du transfert, on en parlera deuxième partie d'émission, mais le joueur coche pas mal de cases. Gaucher, jeune, avec quand même 2 saisons en pro, certes en Ligue 2, mais 2 saisons complètes en pro, n'a pas l'air de se blesser. Et on a vu sur son premier amical contre Naples, même s'il a joué quelques minutes contre Laval, ça a l'air d'être un joueur qui a beaucoup de qualités physiques et vraiment il donne l'impression d'être un diamant brut où il va falloir travailler, mais ça peut être très vite un très bon défenseur de Ligue 1. Je me base sur à peu près 90 minutes vues en direct et sur quelques compilations, quelques extraits de match, hein. Attention, voilà, on va pas aller trop vite. Mais en tout cas,
je suis content de voir un gaucher arriver, jeune. Je me dis que c'est. Tu vois, on avait parlé notamment de Younis Abdelhamid au début du mercato. J'aurais été content de le voir arriver, mais entre les deux, je préfère ce petit pari NDI, sachant qu'on a le Cardinal à côté. Et dans mon idée, je ne suis pas certain qu'on ait un titulaire plus qu'un autre. Je serais pas surpris que les deux jouent une vingtaine de matchs cette saison, par exemple. Aux côtés de Chardonnay, qui par contre me semble inamovible. Je me permets, j'étais aussi rassuré sur ce que tu as dit dans le podcast avec le camarade Troyen lorsque vous avez évoqué les fumigènes qui ont été lancés. Visiblement, enfin, c'est pas quelqu'un qui a un mauvais état d'esprit ou quoi en règle générale. Donc c'était peut-être un épiphénomène. Je pense qu'il faudra pas trop insister là-dessus non plus au début et vraiment l'intégrer du mieux possible. Oui, c'est ça. On rappelle, faut quand même être complet. Il avait un peu vrillé sur le match 3 Valenciennes où les Troyens ont lancé des fumigènes sur le terrain et les joueurs de Troyes qui étaient à bout ont relancé ces fumigènes dans leur public. NDI en faisait partie. Il a pris 3 matchs de suspension. Ça, c'est la mauvaise nouvelle puisque les 3 matchs de suspension, il va les purger sur les 3 premières journées de Ligue 1. Donc déjà, bon, ça sera sans lui pour commencer. Mais on l'a vu en conférence de presse ici à Brest, c'est quand même un garçon lucide qui se cache pas, qui sait qu'il a fait des erreurs, que ce soit sportivement ou dans ses choix un peu humains, et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a un peu la tête sur les épaules comme ça. Après, on avait discuté, le Troyen donnait un peu l'explication officielle. On sait aussi, on a cru comprendre qu'il avait des soucis de vie privée à ce moment-là, donc ça faisait un trop plein. Et finalement, qu'un joueur de 21 ans craque, ça me choque pas outre mesure. Et donc, la deuxième partie sur NDI, c'est l'option d'achat, qui est quand même de 9 millions d'euros. Je vais peut-être commencer, hein, si ça te dérange pas, Franche. Je pense que c'est une option d'achat un peu pour forcer le pré-transfert et qu'à aucun moment Brest n'imagine poser 9 millions d'euros l'été prochain, sauf si on a la certitude, un peu comme Miko Tadze à Metz, qu'on pourra le revendre 10 2 semaines après. Mais Ouais, pour moi, je vais pas dire qu'on se moque du joueur en mettant une option d'achat de 9 millions d'euros, mais j'espère que le joueur est conscient qu'il y a 99% de chances que Brest ne la lève pas. je sais pas s'il y a 99% de chance, mais en tout cas, ce sera uniquement dans un cas de Mikotadze, c'est sûr. Si le joueur fait une superbe saison et que derrière, tu as des clubs anglais, parce on va pas se cacher, il a quand même un physique à première ligue, ce joueur. Il est très grand, il est gaucher. Si on remarque qu'il a des qualités techniques et des qualités physiques, ça peut totalement intéresser des clubs anglais. Alors, je te parle pas évidemment je sais pas, de Manchester ou d'Arsenal, hein, mais ça peut intéresser des clubs anglais qui, eux, n'ont pas peur de mettre un gros billet sur des jeunes avec fort potentiel, surtout des défenseurs français. On voit bien que, je pense à, je sais pas, à des Saliba notamment, qui sont très bien adaptés ces dernières années en première ligue. C'est effectivement dans cette situation-là. Mais pour lever l'option d'achat à 9 millions d'euros, il va falloir qu'il en joue des matchs déjà, qu'il s'impose et qu'il soit très très bon. Donc ça fait beaucoup de conditions. Effectivement, cette option à 9 millions d'euros me semble élevée. C'est pas comme une option à 3 ou 4 où tu peux prendre le risque en te disant on le garde 2-3 ans, il va progresser. 9 millions, si tu le prends, tu es sûr de toi. Et Brest, je vois mal Brest aujourd'hui mettre 9 millions d'euros sur un joueur, effectivement. Et du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est que la comparaison avec Brassier que tu faisais, elle est un peu limitée parce que on peut laisser du temps, mais avec une option d'achat de 9 millions d'euros, on ne laissera pas plus d'une saison. Donc il va falloir que ce soit performant très vite. Sauf si tu peux te permettre ou si tu as négocié éventuellement un prêt renouvelable, pardon, ou alors un paiement qui soit, je sais pas, échelonné ou quoi. J'imagine que Grégory Lorenzi, c'est pas nous qui allons lui donner des leçons sur le mercato et sur la manière dont il gère ses affaires, mais j'espère en tout cas qu'il y a des choses qui ont été anticipées et qui ont été pensées. Oui, oui, évidemment, on n'a pas le détail, on sait juste que c'est une option d'achat de 9 millions d'euros, tout comme on sait juste que pour la troisième recrue de l'été, Ludovic Ajorc, c'est une option d'achat de 4 millions d'euros. Alors, Ludovic Ajorc, je crois que c'est le joueur qui fait un peu l'unanimité sur son arrivée. Bah déjà, c'est un joueur qu'on connaît. Contrairement à NDI, en tout cas, on connaît peut-être de nom et les gens qui ont suivi la Ligue 2 éventuellement un petit peu, mais c'est pas un joueur qu'on découvre, Ludovic Ajorc, c'est une valeur sûre de Ligue 1. Quentin n'est pas là, mais je sais qu'il apprécie beaucoup son profil, il est assez fan de Ludovic Ajorc. C'est un joueur, et je me souviens d'avoir lu une interview de Brendan Chardonnay un jour qui il était interrogé sur les joueurs de Ligue 1 qui lui avaient posé le plus de problèmes, et Ludovic Ajorc, justement, revenait parmi ces joueurs par son physique, parce qu'il était très très chiant à marquer. Voilà. Donc carrément emballé en tout cas par cette recrue. Pour citer Quentin, il ne nous en voudra pas, il dit Ludovic Ajorc, c'est un Steve Mounier avec des pieds.
Et effectivement, ça peut être un excellent joueur. Moi, j'avais plus de réserves, plusieurs raisons. La première, c'est quand même qu'il reste sur un très mauvais passage à Mayence. Il faut le dire. L'épisode de présentation était là et revient un peu sur les raisons. Mais j'ai été un peu rassuré parce que sa conférence de presse de présentation, il revient sur cet échec. Il l'assume, il se cache pas. Et il donne des explications qui laissent quand même penser que c'est plus un incident, c'est parce que la langue et l'intégration c'était un peu compliqué, le système tactique avec le nouvel entraîneur ne collait pas, c'est un entraîneur qui voulait que le jeu aille très vite, il n'avait pas forcément besoin d'un point de fixation comme lui. Donc je pense que tactiquement en fait on remplace Mounier par quelqu'un qui sait faire la même chose, et rien que pour ça c'est un gage de stabilité et c'est bienvenu. Ouais, c'est un gage de stabilité pour le profil et puis même pour le collectif, parce que tu vas demander des choses similaires finalement à ton équipe. Par exemple, à Kenny Lala, qui était un bon centreur, il avait Steve Mounier, on se souvient des centres de Lala pour Mounier, je pense, au but face à Lyon en début de championnat notamment. Ça va pas transformer la manière de jouer comme ça avait pu transformer la manière de jouer avec le départ d'Honora, où tu perdais un joueur extrêmement rapide sur le côté qui était un peu dépositaire de ton jeu, et tu avais dû repenser une tactique avec plutôt un homme comme Del Castillo, ce qui avait changé pas mal de choses, en bien évidemment quand on voit la saison dernière. Là, tu fais un peu du changement dans la continuité. Tu as un joueur qui connaît la Ligue 1, qui connaît tous les adversaires qu'il va affronter, qui parle la langue, qui a des certitudes, même si effectivement ces saisons à Mayence, surtout la dernière, étaient un peu moins bonnes. Tu sais comment ça se passe à l'étranger, quand tu n'es plus dans les plans d'entraîneur, quand ça change plusieurs fois d'entraîneur, ça peut être très vite compliqué. Et je trouve qu'il a été intelligent en tout cas de revenir à Brest, revenir en Ligue 1. Il a évidemment la carotte de la Ligue des Champions, mais c'est un joueur sur lequel on va pouvoir compter en championnat. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faudra pas se tromper d'objectif, et ça, on en reparlera quand on fera la preview de la saison, certainement avec Quentin et toi. Il ne faudra pas se tromper d'objectif. L'objectif numéro 1, c'est bien le championnat et Ludovic Ajorc. Et à mon sens, en tout cas, un atout important pour le Stade brestois avant de débuter cette saison de Ligue 1. Et j'attends de lui qu'il fasse au moins aussi bien que Steve Mounier en termes de buts, c'est-à-dire entre, je sais pas, 7 et 10. Et tu parlais de connaître le championnat, il connaît aussi l'effectif parce qu'il a joué avec Kenny Lala, il a joué avec Mathias Pereira-Lage quand il était à Clermont, et il y en a un troisième. Jonas Martin. Et Jonas Martin. Voilà, au moins humainement, on sait que ça va assez vite s'intégrer. Et encore une fois, je parle de conférences de presse, mais c'est toujours intéressant de voir les conférences de presse des joueurs à leur arrivée. C'est un joueur intelligent et qui, tu l'évoquais, dit bien que la priorité, c'est la Ligue 1. Très heureux de le voir arriver, même si, en revanche, je ne garantis pas que Ludovic Ajorc nous fasse une saison à 15 buts comme il a pu faire à Strasbourg. Parce que la Ligue 1 a changé. Lui, il reste sur une mauvaise expérience à Mayence. Mais j'ai aucun doute, par contre, sur le fait que ça sera un joueur utile, et un poste où on n'a personne d'autre actuellement, bah, c'est déjà nécessaire, c'est la moindre des choses. On comparait Donc, Steve Mounier et Ludovic Ajorc, je regardais un petit peu leurs stats, c'est assez similaire, mais on observe quand même que Ludovic Ajorc est plus efficace un petit peu, parce que Mounier a joué 162 matchs en Ligue 1 pour 44 buts, et c'est 135 matchs pour 46 buts pour Ludovic Ajorc, donc à peu près 30 matchs de moins et des buts en plus. Et Steve Mounier a fait 11 passes décisives, et Ludovic Ajorc lui participe un petit peu plus au jeu aussi avec 17 passes décisives. Donc c'est 219 minutes par but pour Ajorc, 257 pour Mounier. Donc je pense clairement qu'on ne perd pas forcément au change. Mounier, je l'aurais bien gardé, hein, il avait des atouts, des qualités aussi. Mais je trouve que c'est un remplacement intelligent et qui en plus coûte pas si cher, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est une option d'achat qui n'est pas obligatoire. Donc si jamais il ne donne pas satisfaction, tu n'es pas obligé de la lever. Et donc, plutôt enthousiasmé par cette arrivée. En tout cas, c'est ce genre d'arrivée que j'attends pour le Stade Brestois l'année prochaine. et est-ce que la reconduction de Jordan Amavi, c'était le genre d'arrivée que tu attendais? Alors, gratuitement, ça me pose moins de problèmes. Gratuitement, ça me pose moins de problèmes, parce qu'effectivement, on en a parlé entre nous. Toi, tu étais un petit peu plus enthousiaste que moi. Moi, je mets de côté son match à Toulouse, qui a été relativement bon par ailleurs, hein, et ce but sur coup franc qui vient de nulle part, qui vient finalement clôturer une saison tout aussi lunaire que le but en lui-même. Après, je ne perds pas de vue non plus qu'il a fait un match et une entrée en jeu de 2 minutes sur 34 journées, qu'il a été très régulièrement blessé. À chaque fois qu'il revenait de blessure, il replongeait. Pour moi, autant je parlais de joueurs fiables pour le Cardinal, tu évoquais le fait qu'Ndiaye se blesse très peu. À ma vie, on n'est pas dans ce niveau de fiabilité-là. Alors, pour autant, j'entends ce qu'on me dit, hein, c'est un joueur que l'effectif et le staff réclamaient, notamment c'est Eric Roy qui voulait récupérer, qu'il est apprécié, qu'il est intégré, qu'il apporte également son expérience, qui va pouvoir être intéressant dans une saison où tu vas jouer la Coupe d'Europe, quelque chose que connaît Jordan Amavi. Je suis partagé par un joueur qui me semble à la fois sympathique, intégré dans le groupe et qui peut apporter des choses, et sa fragilité. S'il n'est pas fragile, c'est super.
Après, quoi qu'il arrive, il a coûté 0 €. Donc, en plus, il veut venir. Il a fait des efforts pour venir à Brest, notamment au niveau salarial. Tu peux pas ne pas le prendre. Après, j'espère qu'on sera assez armé à gauche pour remplacer si Bradley Loco se blesse gravement. Pour moi, tu fais pas 34 matchs plus 8 de Ligue des Champions avec Jordan Amavi. Ça va être très compliqué, d'autant qu'il voilà, il est pas prêt physiquement. Non, je suis assez d'accord. La seule chose qui m'avait chiffonné sur ce transfert, c'est finalement le timing. J'aurais aimé qu'il soit là dès la reprise parce que mine de rien, ça fait 3 ans qu'il n'a pas fait de prépa estivale. Mhm. Là, il perd quand même un mois, c'est dommage, mais je me fais totalement confiance au staff et je me dis que s'il revient, c'est que le staff se dit que physiquement, il peut tenir, il s'est enfin remis en route. Surtout que ça reste une fierté, il faut le dire. Brest a quand même réussi à remettre pas mal de joueurs sur pied physiquement, À alors part qu'ils le étaient, Grémy, bon, oui, et encore, c'était peut-être mission impossible, c'était, je pense, ouais. mais Le Grémy était beaucoup plus âgé. Il a que 30 ans. Jordan Amavi, 30 ans pour un footballeur, c'est pas vieux. Il vient qu'avec un an de contrat. Risque réduit, je dirais. Risque largement réduit. Après, c'est ça sur sa condition physique. Mais après, pour rebondir sur ce que tu dis sur le fait qu'il aurait dû venir plus tôt, je suis d'accord. D'autant qu'il a dit dans la presse que c'est comme s'il était jamais parti, qu'il savait qu'il voulait revenir, etc. Alors, dommage que ça ait traîné 2 mois. Peut-être que Marseille attendait de changer de coach pour voir ce qu'il faisait avec leurs joueurs. Mais en tout cas, De Zerbi, ça fait un moment qu'il est arrivé sur Marseille. Je pensais peut-être, tu vois, moi, dans mon esprit, qu'avec le deal de Brassier, dans la foulée, il y aurait eu l'échange, entre guillemets. En tout cas, il aurait pu être intégré là-dedans. Mais non. Bon, tant pis. Mais en tout cas, ça rapporte un peu de profondeur à l'effectif qui en a bien besoin. voilà, c'est ça. Et encore une fois, ce que j'apprécie chez Amavi, je crois que je l'avais déjà dit quand il est arrivé, c'est que bon, il apporte l'expérience pour encadrer Bradley Loco, mais aussi Luc Zogbe, qui a pas fait une mauvaise préparation à gauche alors qu'il est droitier. C'est bien. Je pense que physiquement, il a de quoi jouer 10-15 matchs. J'espère avoir raison et peut-être même qu'il joue plus. Et au-delà de ça, bah, c'est un mec qui sait jouer dans l'axe aussi. Donc, on arrive sur un profil, une nouvelle fois, polyvalent. Et on a besoin de polyvalence parce qu'on n'a pas assez Il, de joueurs, tout simplement. il a joué assez peu dans l'axe, hein, si on regarde sa carrière. Il a joué un peu milieu gauche aussi. Il a joué 21 fois milieu gauche. Dans l'axe, c'était surtout sur des systèmes à 3 défenseurs, mais on sait que D'accord. la saison dernière, en amical, Eric Roy n'avait pas hésité à le faire jouer axe gauche. Et je me dis pourquoi pas, c'est une possibilité de plus. C'est ça. Et comme tu l'as dit, c'est une corde qui ne te coûte pas grand-chose, que ce soit bah, pas d'indemnité de transfert et grosse réduction salariale. En plus, là, on est vraiment sur un joueur qui fait le forcing pour venir. Donc moi, je ne vois que des choses positives à son transfert. Et si jamais physiquement ça tient pas, eh ben on aura un leader de vestiaire. Voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment rien de négatif sur ce transfert, même si évidemment c'est pas lui qui va faire passer un cap au Stade Brestois. Non, mais tu sais Mais que bon, et je pense qu'il n'est pas là pour ça. Et tu sais que c'est c'est pas un ça. joueur qui fera la gueule si jamais il n'est pas aligné. Il a vécu la saison passée, il sait comment fonctionne le groupe, il connaît l'entraîneur. Je pense qu'on a peu à perdre avec lui. Et donc voilà, ça fait 4 recrues. Côté des départs, il n'y a pas énormément de choses à signaler. Il y a le départ de Lilian Brassier qui était attendu. Il y a le départ de Thierry Carconte, bon, qui a eu du mal à s'intégrer, on va dire, Qui a eu et du qui mal à de toute façon n'avait s'intégrer. pas le Alors, niveau. d'après les échos qu'on a pu avoir du vestiaire et de l'environnement du club, c'était un départ qui était prévu depuis le début, hein, au même titre que Achraf Dari qui devrait partir. En tout cas, Achraf Dari, Karamoko Dembélé, à qui on a signifié qu'ils ne seraient pas conservés de toute façon et qu'on ne comptait pas sur eux cette année. Par contre, il y avait aussi des choses qui font que visiblement au club, on n'était pas mécontent, on va dire, on va rester prudent parce que voilà, mais qui n'était pas mécontent de le voir partir. Donc il part à Pau après avoir été à Rodez, donc ça lui fera retrouver un peu le soleil. On lui souhaite bien sûr le meilleur pour la suite de sa carrière, mais de toute façon à Brest, moi j'ai jamais vraiment cru et je comptais pas du tout sur lui. Voilà, j'ai vu l'année dernière il était remplaçant à Rodez, il a mis quelques buts, mais rien de bien dingue. Enfin, pour moi, on pouvait pas compter sur lui cette année. Et tu l'as dit, a priori, donc, porte ouverte pour Achraf Dari, pour Karamoko Dembélé, pour Yanga Mbok, et aussi pour Josué Escartin, qui, de ce qu'on a entendu dire, partirait en Ligue 2, Oui. probablement du côté de Laval. Ouais, visiblement, ce serait il y a plusieurs touches en Ligue 2, mais c'était Laval qui était le club le plus avancé. C'est un peu curieux quand on voit et quand on a échangé avec les Ajacciens l'année dernière qui étaient, on va dire, peu emballés par ces 6 mois passés du côté de Ajax.
la saison passée au niveau. Voilà. Donc, en tout cas, une nouvelle relance en Ligue 2. Mais pareil, hein, pour moi, c'est pas un joueur sur lequel on va pouvoir compter dans les années. En effet. Mais donc, ça fait 4 arrivées pour potentiellement 4, 5, 6 départs. Ça te laisse sur quel état d'esprit sur ce mercato pour l'instant? Tu es satisfait de ce début? Tu en attendais plus? Voilà, c'est quoi l'appréciation générale? Alors, en vacances, des appréciations, tu sais, non, plus sérieusement, je vais pas te dire que je suis dépité, alors qu'à l'instant, je viens de te dire que les recrues qui sont arrivées me semblent pour le moins cohérentes. Il faut d'abord replacer, je pense, dans le contexte le mercato de Ligue 1. On n'est pas le seul club qui galère à recruter. Et il y a eu l'Euro qui génère tout le temps c'est la même chose, hein, ralentit un peu les mouvements. Et en plus de ça, il y a évidemment le dossier des droits télé qui, jour après jour, est encore plus inquiétant quand on voit les tarifs qui ont été annoncés cette semaine. Les clubs sont en difficulté. Alors, le Stade Brestois, lui, semble bien géré. La vente de Lilian Brassier permet également d'avoir de la visibilité sur N+1, N+2, peut-être même N+3. Ce qui explique, en tout cas, la lenteur de ce mercato. Ceci étant dit, je suis un petit peu déçu, et peut-être qu'on va en discuter ensemble, de l'attractivité quand même du club. Je pensais que la qualification en Ligue des Champions aurait un impact plus important pour recruter des joueurs, et qu'en tout cas permettrait au club de, tu vois, par exemple, le gars, c'était Delorge, c'est ça, de Belgique, qui n'est pas venu, qui a préféré rester en Belgique. Je pensais que le Stade Brestois aurait passé un cap à ce niveau-là pour griller la politesse et griller la concurrence des clubs d'un petit peu de notre niveau. Visiblement non, parce que c'est très long. On est le 3 août, on est à 15 jours de la reprise et on va voir comment se passent ces 15 jours, mais si dans les 15 jours ça ne bouge pas, là je commencerai à évoquer un peu mon inquiétude parce qu'effectivement on manque de joueurs, on manque de qualité à peu près à tous les postes. Il me faudrait, je pense, un ailier gauche, voire deux ailiers gauche, un attaquant supplémentaire. J'envisage également un défenseur central avec le départ de Dari et un milieu de terrain. Ça fait du monde. Je pense qu'il faut encore au moins 4 ou 5 recrues qui sont de niveau Ligue 1. Elles vont peut-être revenir, hein. Il y a encore la solution de se faire prêter des joueurs. Mais à la fois, je suis plutôt satisfait par les postes qui ont été, par les joueurs qui sont arrivés. Mais en même temps, sur le mois qui reste, il en faudra d'autres. Donc, je ne vais pas faire le bilan alors qu'il reste encore plus de 35% du mercato. Mais je suis un peu partagé. Je ne sais pas comment l'exprimer correctement. Je suis un petit peu partagé entre la volonté que ça avance plus vite parce que l'équipe a besoin de se construire pour une saison extrêmement importante. Et d'un autre côté, tu as quand même réussi à attirer des joueurs comme Major qui sont plutôt des joueurs fiables. Donc voilà. Je ne sais pas toi ce que tu en penses là-dessus. J'en pense plein de choses. Moi, je pense de manière très rationnelle, très concrète. Mon objectif, c'est qu'on ait, on va dire, 14 joueurs prêts pour le 17 août contre Marseille. Et finalement, les 10 jours qui restent après, ça te permettra de construire ton effectif plus sur la durée. Mais dans cette logique-là, moi, je regarde un peu ce qui nous manque. Et ce qui nous manque, c'est finalement un ou deux, peut-être 3 joueurs grand maximum. Le poste d'ailier gauche, qui est évidemment grande priorité. Un autre attaquant si possible. Et finalement, bon, si tu me rajoutes un milieu, pourquoi pas, mais c'est pour ça que je trouve que le rythme est assez cohérent. Et 4 recrues, moi je suis très satisfait des 4 recrues en elles-mêmes. Je suis plutôt content, en fait, globalement. Et j'attends, allez, 2 recrues dans la semaine à venir, peut-être une autre la semaine d'après, et je pense qu'on est dans les clous. Maintenant, tu l'as dit, le mercato est un peu particulier. Et on connaît Brest, on connaît Grégory Lorenzi. On sait que dans les 2-3 derniers jours, l'ajustement de l'effectif se fera. Il y aura sûrement beaucoup de prêts. Et voilà, je suis quand même assez confiant. Maintenant, il y a un point sur lequel je te rejoins, c'est en termes d'attractivité. Le mot déception est peut-être fort, mais un peu surprise parce que autant je suis très content des 4 joueurs en soi sur leur profil sportif, autant il y a une réalité, c'est que, encore une fois, Brest relance des joueurs. C'est-à-dire qu'on va récupérer NDI qui, quoi qu'on dise, est descendu en national avec 3. On récupère Ajorc qui, malgré toutes les qualités qu'il a, reste sur un échec assez marquant du côté de Mayence. On récupère le Cardinal qui a squatté le banc toute la saison chez nous, même si on est très heureux de le récupérer. Et Amavi qui reste sur une saison blanche. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Brest n'a toujours pas l'attractivité pour aller chercher des joueurs qui sortent d'une bonne saison en Ligue 1 et peut-être même en Ligue 2. Comment t'expliques ça avec l'argument Ligue des Champions? Pourtant, c'est une vitrine extraordinaire pour un joueur de jouer à la Ligue des Champions, puisque tu en as 8 des matchs au minimum à jouer cette année. Après, je pense qu'il y a aussi, de mon côté, une certaine frilosité du club. Une frilosité qui s'entend en termes financiers, parce qu'on n'a évidemment pas envie de faire une Bordeaux, on n'a pas envie de faire une Sochaux, on n'a pas envie de faire une Grenoble ou une Strasbourg à l'époque. Mais peut-être, et ça, Quentin, s'il était là, nous le dirait,
peut-être un petit peu de prise de risque de temps en temps. Lorenzi a dit dans la presse qu'il prendrait des risques, pas tellement, mais là pour l'instant les risques on les a pas vus, on les a pas vus. Et moi il y a quelque chose qui m'a un petit peu agacé quand j'ai lu, même en vacances je suivais ça avec beaucoup d'assiduité, les différentes déclarations des uns et des autres. C'est une interview, on en a parlé entre nous, de Grégory Lorenzi qui dit que les joueurs étrangers, bah, c'est pas forcément quelque chose qu'il recherche et il n'a pas nécessairement envie d'aller en prendre. Alors effectivement, il y a eu des échecs avec Uronen, par exemple, avec Dari, mais tu as quand même des mecs comme Satriano qui ont été plutôt performants à Brest. Marco Bizot, à moins que je me trompe, il n'est pas originaire de Milizac. C'est se mettre une barrière supplémentaire, surtout que tu as des joueurs étrangers qui sont francophones. Je veux dire, tu as quand même pas mal d'Africains, de Belges, de Luxembourgeois, voilà, de Canadiens maintenant aujourd'hui, avec un football mondialisé, tu peux aller recruter des joueurs. Et je pense que Brest méconnaît pas mal le réseau foot international et en tout cas se fixe des barrières en n'allant pas sur ces marchés étrangers, comme a pu faire un Toulouse. Alors ça a marché l'année dernière, hein. De toute façon l'argument est contraire, vous allez pouvoir me le dire, c'est bah oui mais l'année dernière il a fait troisième avec un mercato local. Effectivement il a fait troisième avec un mercato plutôt local avec des joueurs français, mais c'est pas parce que tu as fait troisième une fois comme ça. Je vous rappelle que l'année d'avant on est à 2 doigts de descendre, donc peut-être s'ouvrir davantage, on a plus de moyens, il faut aussi y aller, il faut aussi mettre de l'argent, faut aussi, alors c'est pas mon argent, c'est facile à dire, mais peut-être faire un petit peu cette prise de risque, quand on voit qu'on prend une prise de risque, on arrive à revendre des Brassiers, des Perrault, des Diallo, c'est des joueurs qu'on avait achetés et qu'on a réussi à revendre derrière. Donc ça devrait donner confiance à Lorenzi. Je comprends pas trop cet attentisme, peut-être que les joueurs demandent beaucoup trop d'argent aussi et prennent Brest pour un club riche, et ça doit pas être évident d'être à sa place, mais à un moment donné, il faut avoir du monde quand même. C'est ça. Et en fait, la citation exacte, c'est ne pas internationaliser le vestiaire. Et là, on bascule dans le monde des suppositions. C'est vraiment de l'interprétation. Je pense qu'il y a deux difficultés. La première, c'est que si tu vas chercher des joueurs à l'étranger, la carotte, c'est la Ligue des Champions. Et du coup, ils se disent, jackpot, c'est un club qui est en Ligue des Champions, je vais pouvoir demander beaucoup d'argent, beaucoup de garanties, chose que Brest ne peut pas offrir. Donc forcément, ça te met des difficultés. Et on voit par exemple Derek Cornelius qui signe aujourd'hui à Marseille après avoir été annoncé à Brest. Je comprends que Grégory Lorenzi n'ait pas eu envie de mettre 5 millions d'euros sur un joueur qui a une bonne saison en Europe à Malmö, même si c'est une super saison. Je peux le comprendre. Et tu te dis que si le joueur signe à Marseille, c'est que financièrement, au-delà des 5 millions d'euros, faut payer le salaire et c'est pas quelque chose de négligeable. Ouais, je pense que Ça, tu peux pas rivaliser avec Marseille sur un plan salarial. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Ça, c'est la première dimension, c'est les joueurs un peu étrangers, et je pense que c'est pour ça qu'il y a ce blocage. Et l'autre dimension, c'est les joueurs nationaux de Ligue 1, qui en fait connaissent Brest, connaissent les infrastructures, et je pense, ont cette idée que c'est génial, Brest a fini troisième, mais c'était une fois dans une vie, et Brest va redevenir un club moyen, très moyen de Ligue 1, qui se bat pour le maintien, et je pense que c'est ça que ces joueurs-là voient en priorité. Des joueurs qui, je veux dire, des joueurs qui restent sur une très bonne saison, mettons en haut de tableau de Ligue 2, si demain ils ont le choix entre aller à Brest, jouer le maintien et la Ligue des Champions, ou aller à Reims, ne pas jouer de Coupe d'Europe, mais jouer le haut de tableau, bah, peut-être qu'ils vont plutôt aller à Reims. Et je me demande quel projet on vend. Est-ce qu'on n'est pas non plus en train de se vendre un projet de se sous-estimer finalement? Parce que quand tu lis toutes les déclarations des uns et des autres, déjà Grégory Lorenzi, quand il parle des joueurs qui sont à vendre, il donne des prix. Je sais pas pourquoi il fait ça, parce que forcément, si tu donnes un prix de 12 millions, bah, ils vont te proposer moins, hein. Je pense que c'est pas forcément la meilleure solution pour négocier. Et quel projet qu'on vend lorsqu'on dit, de toute façon, la priorité, c'est le maintien en Ligue 1. Finalement, on a eu des ambitions l'année dernière qui sont venues, enfin, c'est venu, l'appétit est venu en mangeant. Il faudrait, je pense, continuer à construire sur ces ambitions-là. Alors, naturellement, l'idée, c'est pas d'ambitionner, de viser encore une troisième place l'année prochaine. C'est absolument pas ce que je dis. Mais peut-être de devenir un Reims, justement, de devenir un Strasbourg, qui, avant d'être racheté par Chelsea, était un club qui grandissait bien, qui évoluait bien en Ligue 1. Un Toulouse, ce genre de club qui arrive aujourd'hui entre la 12e et la 8e place. J'ajoute à cela une autre chose. Je parlais des droits télé tout à l'heure. Il y a beaucoup de clubs qui vont être en grande difficulté avec les droits télé. Montpellier, Angers, Auxerre, ça va être très compliqué pour recruter. Donc tu sais que de toute manière, tu auras des clubs, je ne vais pas assurer qu'ils seront derrière toi, mais qui seront en difficulté toute la saison, avec lesquels tu pourras batailler, même en ayant une équipe moyenne. Donc n'hésite pas à prendre des risques pour passer un cap en Ligue 1 et devenir un club qui s'installe. Tu as ton projet du stade que tu peux vendre aux joueurs, tu as quand même une équipe sympa, un public. Je suis un petit peu déçu de l'attractivité, très honnêtement, et on va peut-être en parler quand on parlera de Satriano, mais je trouve que ça, c'est assez symptomatique. Oui, bah allons-y, parlons de Satriano. Parlons de Satriano, justement. Faisons un historique Satriano. Donc,
prêté à Brest il y a 2 ans. Ensuite, il a eu un prêt à Empoli qui s'est mal passé. La saison dernière, l'Inter s'apprête à le prêter du côté de la Dynamo Zagreb. Croatie, Mm. Dynamo Zagreb. Il refuse parce que lui, il ne veut qu'une chose, c'est revenir à Brest. Il revient. Ça se passe quand même très bien. Peut-être pas autant qu'on le voudrait statistiquement, mais ça se passe très bien. Fin de saison, le joueur dit qu'il aimerait bien rester. Le club confirme qu'il aimerait bien l'avoir, mais pas à n'importe quel prix. Ça traîne, ça traîne. Finalement, accord Inter-Stade Brestois pour un transfert définitif autour de 6 millions d'euros. Et là, grande surprise, Martin Satriano hésite, voire même ne voudrait pas. Alors en fait, je crois qu'il y a eu deux temps dans la négociation. Il y a eu un moment où Martin Zatreno voulait revenir et finalement il y a eu le fameux retournement de situation où le joueur est de moins en moins sûr de vouloir venir à Brest. En fait, l'idée dont on a eu des échos à ce sujet, c'est qu'il se pose des questions sur le fait d'être acheté par Brest. Le fait d'être prêté ne le dérange pas, mais d'être acheté et donc de ne plus appartenir à l'Inter, et c'est-à-dire d'être un petit peu moins visible, malgré la Ligue des Champions l'année prochaine, d'être un petit peu moins visible à Brest dans la mesure où il imagine une saison peut-être dans un an qui se passerait moins bien et perdre de sa valeur et donc voir sa carrière ne pas s'envoler comme il souhaite. Il faudrait quand même lui rappeler que depuis 3-4 ans, il n'est pas non plus en train de casser la baraque partout où il passe. Son prêt à Empoli, tu l'as dit très justement, a été loupé. L'année dernière, il fait une deuxième partie de saison qui est tout à fait encourageante à Brest et fait des bonnes choses, mais il marque que 4 buts. C'est autant que Doumbia en une mi-temps contre Lorient. Hein. On n'est pas non plus sur Cristiano Ronaldo 2012. Donc je suis un peu étonné de voir ça. Je crois qu'il y a aussi son entourage qui freine un petit peu des deux pieds pour venir à Brest. C'est vraiment symptomatique. Je comprends pas pour le coup. Tu as la Ligue des Champions à jouer, tu es barré dans ton club ne veut même pas de toi, te place sur la liste des transferts, grosso modo. Hein. Tu as un accord avec le club dans lequel tu disais de te sentir bien, et tu ne viens pas. Alors, dernière nouvelle, en tout cas samedi 3 août, et on a vu ça hier, la piste aurait été refermée et Grégory Lorenzi serait passé à autre chose. Mais attention, hein, vous savez, les bluffs, les retournements de situation sont légion. Donc peut-être au moment où sort ce podcast, Satriano a signé à Brest et a déjà marqué 3 buts contre la Juve en deuxième mi-temps. Mais c'est surprenant. Ouais, c'est surprenant et ça entache. C'est-à-dire que même s'il signe, ça peut être long à digérer. On a fait un sondage, il y a quand même eu plus de 2000 votants, et c'est du 50-50. 50 veulent qu'on continue parce que c'est Satriano, il y a toute l'aura du joueur, il y a toute la grinta. Il y a quand même 50% qui a perdu patience et qui dit bon bah c'est bon, on passe à autre chose. Quand on se souvient de la cote de popularité de Martin Satriano à la fin de la saison, c'est assez surprenant. Enfin, surprenant. C'est plus représentatif d'à quel point il a cassé la tête de tout le monde en changeant comme ça d'avis. Et j'adore Satriano. Moi, je suis dans l'idée que si le 31 août, il nous dit je veux venir, je viens, on le prend. Je suis dans cette idée-là. Maintenant, faut reconnaître que c'est très culotté de sa part parce que au-delà du fait qu'il n'ait pour l'instant réussi qu'à Brest dans sa carrière, vous voyez des rumeurs de mercato autour de Martin Satriano en ce moment? Il y avait eu quelques petits bruits de Valence, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'offre et que c'est plutôt son agent qui essaye de le placer. Mais est-ce que toi, tu trouves pas aussi que c'est pas inquiétant sur le projet brestois, mais qu'on n'arrive pas à le faire revenir alors qu'on a quand même de beaux objectifs cette année? Alors si c'est son entourage qui bloque et que lui veut venir, c'est différent, on est toujours dans la supposition. Hein. Mais voilà, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur le manque d'attractivité. Normalement, c'est un gars qui est barré dans son club, qui ne doit pas hésiter une seconde et qui doit revenir à Brest parce que la saison à jouer est trop belle. Et dans un groupe qui est sain, avec un entraîneur qui lui fait confiance, c'est dommage. Et après, je pense que s'il arrive à Brest malgré les hésitations, il donnera tout comme il a fait depuis le début. Dans mon idée, je l'avais dit quelques semaines après la fin de saison, l'histoire était un peu facile à écrire pour moi. Martin Satriano, ça devait devenir le transfert le plus cher de l'histoire du club. Le joueur un peu symbole de ce stade brestois qui s'ouvre à l'international, qui découvre l'Europe et qui récupère un joueur au potentiel fou. Parce que certes, aujourd'hui, Martin Satriano n'a pas vraiment de saison de référence, mais je reste dans cette idée que c'est un joueur qui peut régulièrement jouer la Coupe d'Europe s'il fait les bons choix. Et puis, mine de rien, le Stade Brestois qui achète un joueur à l'Inter, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, Ouais, j'aurais eu du mal à le croire. j'aurais du mal Enfin, à croire qu'on allait jouer contre la Juve ce soir aussi. Hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ça fait, sur plein d'éléments symboliques, pour moi, Satriano, c'était le transfert à faire, c'était, quitte à casser la banque, autant que ce soit pour lui. Et pour moi, tout me semblait facile. Et visiblement, non. Alors, il y a cet aspect agent que tu évoques, il y a l'aspect de l'entourage, Mhm. et l'aspect de l'entourage,
il soulève une autre question qui est plus générale et sur laquelle Brest n'a pas forcément totalement prise, mais quand même un peu. Oui. C'est l'intégration des joueurs étrangers. Parce que il y a cette réalité, la plupart des passages de joueurs étrangers à Brest, ça ne se passe pas très bien, soit pour eux, soit pour l'entourage, soit pour les deux. Alors, effectivement, on a du coup pour avoir quelques arguments sur la question de l'intégration des joueurs étrangers, on s'est un peu renseigné pour savoir comment étaient accueillis les joueurs qui ne parlaient pas, enfin, les joueurs étrangers, notamment non francophones, qui arrivaient à Brest, avec est-ce qu'ils étaient accueillis par des gens qui parlaient très bien anglais, est-ce qu'ils avaient une prise en charge totale et tout. Et visiblement, bah non, visiblement non, il n'y a pas de gens qui parlent bien anglais au club qui, en tout cas, sont dédiés à à l'intégration des joueurs étrangers. C'est quand on nous a appris que lorsque Satriano est arrivé la première fois, c'est Aris Belkebla qui devait se charger de la traduction. C'est quand même c'est gentil de sa part, hein, mais c'est un peu problématique. Donc, quand tu as des clubs, pour m'être renseigné du côté de Lyon, tu as une femme qui parle anglais, français, espagnol, italien et portugais, je crois. Donc ça aide aussi les familles à s'intégrer dans la ville, à s'intégrer dans l'environnement pour les joueurs pour qu'ils viennent au club, etc. Je pense que le club doit travailler là-dessus sur l'accueil des joueurs étrangers, parce qu'après, bah forcément, les agents ils se connaissent, les joueurs se connaissent, parlent entre eux et disent, voilà, Brest, bah, t'es pas forcément super bien, c'est pas que t'es pas bien accueilli, mais pour s'intégrer c'est difficile. Si tu mets pas tout en œuvre voilà, ça revient à ce que disait Grégory Lorenzi sur l'internationalisation du vestiaire. Forcément, tu veux pas internationaliser parce que les joueurs internationaux ont du mal à s'acclimater, mais en même temps, tu fais rien pour les acclimater comme il faut. Alors parfois ça marche, Bizot ça marche parce que voilà, mais même lui, dans l'environnement brestois, c'est compliqué. On sait qu'il hésite encore aujourd'hui à rester à Brest, que l'année dernière ça a été compliqué. Ronen, ça a été un échec, Dari, ça a été un échec, Slimani pas resté longtemps, Belaïli, ça a été, bon, Belaïli c'est Belaïli, mais il y en a plein des joueurs non francophones qui sont passés pour qui ça a été compliqué. C'est ça, et je pense vraiment que ça va être un peu un révélateur cette saison sur les capacités linguistiques, parce qu'on va devoir échanger avec des clubs à l'étranger au niveau administratif. Ça va être un révélateur, et je pense malheureusement que ça, c'est la première des choses. Et attention, je ne dis pas que les compétences sont disponibles. Peut-être qu'il y a un souci dans la ville de Brest de personnes qui parlent anglais, que ce soit pour gérer des problèmes de santé, que ce soit pour gérer des problèmes d'installation, de logement. Là-dessus, je ne dis pas que c'est le Stade brestois, c'est peut-être la ville de Brest qui a ce déficit. On avait vu Rennes qui a eu le souci de Matic qui part parce qu'il n'a pas d'école internationale. Bon, a priori, c'est un prétexte et on sait qu'il n'y a pas d'école internationale à Brest, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça pose question, effectivement. Et finalement, les seuls joueurs étrangers qui ont vraiment réussi à s'intégrer, non francophones, c'est des mecs comme Mario Lichka qui parlent 10 langues. Mm. Et je crois qu'il parlait français même déjà en arrivant, parce qu'il avait vu, son père avait, Oui, donc il était francophone. tout à fait. Et forcément, ça pose cette difficulté, mais il y a un peu le cercle vicieux qui se met en place. C'est que on dit ça se passe mal, donc on va pas recruter de joueurs étrangers. Et comme on ne recrute pas de joueurs étrangers, bah, quand on le fait, le mec est tout seul. Et c'est très compliqué. Donc je ne sais pas s'il y a des solutions. Est-ce que on doit tomber un peu comme Lyon, parce que tu évoques Lyon, la réalité de Lyon, c'est que pour leurs recrues, leurs joueurs étrangers, ils ont quasiment des nounous qui sont autour d'eux H24. Je pense que Ouais, c'est pas du tout le genre de Brest. Brest, c'est non, on bien a sûr. quelqu'un qui t'accompagne, qui vient manger une fois de temps en temps avec toi, qui t'aide à trouver ta maison, et après tu fais ta vie. Mais bon, on pense que, on va prendre Satriano, sa femme est uruguayenne, ils viennent d'avoir un enfant en bas âge, elle ne parle pas français, lui parle difficilement français. S'il y a personne qui parle anglais ou espagnol autour d'eux, dans une ville qu'ils ne connaissent pas, dans laquelle c'est aussi la réalité géographique, c'est très compliqué de venir. C'est-à-dire que si elle veut faire venir, s'ils veulent faire venir leur famille de Montevideo jusqu'à Brest, c'est une galère. D'ailleurs, S'il y a personne, c'est compliqué. Hein. on va pas trahir de secret, mais elle s'est pas installée à Brest l'année dernière, elle est restée vivre à Paris. Voilà, et ça se comprend. Ça se comprend, mais ça reste un plafond de verre. Et je sais pas comment faire pour le casser. Est-ce que Brest doit engager des personnes spécialement dédiées au bien-être de ces joueurs étrangers? Certains clubs le font. Hein. Je sais pas Les Japonais à Reims, certes, ça a été facilité par les investisseurs japonais, mais à Reims, ils ont des personnes dédiées.
Après, à Reims, tu un peu plus centralisé, tu es à 1 heure de Paris à peu près en TGV, c'est quand même un peu plus accessible. Brest souffre de toute façon de son éloignement par rapport à la capitale, ça, mais pas que pour le foot, hein, pour tout, je dirais. Brest souffre vraiment de son isolement. Mais même pareil, hein, tu disais, est-ce qu'il y a des lacunes? Il y a aussi, on nous a évoqué le fait qu'il manquait de maisons de ce qu'on appelle un peu haut standing en ce moment sur Brest. Donc même pour loger les joueurs, ça devient compliqué, les joueurs qui arrivent. Donc ça fait beaucoup de petites choses. Peut-être que c'est du détail pour certains, mais beaucoup de petites choses mises bout à bout qui ne poussent pas forcément les joueurs étrangers à venir à Brest non plus. Donc voilà. C'est ça. Et je pense que ça, c'est une réalité qu'on doit avoir en tête parce que on est les premiers à râler sur le manque de créativité, le fait d'aller chercher des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Il y a aussi des impératifs avec lesquels le Stade Brestois doit composer et ne peut pas faire grand-chose. C'est pas le Stade Brestois qui va aller construire un parc immobilier de grand standing. Ah non, il y a des éléments qui peuvent être faits sur l'accompagnement. Voilà, c'est. Mais ça explique toutes ces difficultés à avoir des joueurs étrangers qui font qu'aujourd'hui, bah, c'est quoi les pistes pour le mercato à venir? C'est récupérer Kamori Doumbia, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose d'autre qui sort, Et au moins malgré tout ça, officiellement. malgré toutes les difficultés qu'on pointe du doigt, on sort d'une saison qui est absolument dingue. Donc, il faut quand même saluer le travail qui a été fait sur les années passées, parce que là, on a l'impression qu'on fait un bilan assez noir de la situation. Là, on pointe juste du doigt un peu l'échec régulier des joueurs étrangers à Brest. Mais par ailleurs, avec ces installations, ce stade, ce petit centre d'entraînement, la météo, tout ce que vous voulez, Brest finit quand même troisième de Ligue 1 l'année dernière de manière tout à fait loyale, hein, en étant largement supérieur aux adversaires qui sont derrière, voire je pense qu'il aurait même pu finir deuxième s'il avait mieux négocié certains matchs en fin de saison. C'est quand même un club qui a des choses à améliorer, doit progresser sur certains points, mais a quand même fait des efforts et travaille globalement très bien avec un budget stable et tout. Là, on est en train d'analyser et de voir ce qu'on pouvait faire de mieux, mais globalement, être supporter de Brest aujourd'hui, c'est assez confortable. Oui, mais attention, ne pas tomber dans la facilité en disant bah, ça marchait très bien l'an dernier, il n'y a rien à changer, on ne touche pas. Je suis d'accord avec toi, c'est un risque. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit tout le temps dans une entreprise qui fonctionne, dans un club qui fonctionne. Il faut quand même renouveler au moins 30% de ton effectif pour rebooster un peu tout ça. Et reprendre que des joueurs qui étaient là l'année dernière. Tu as parlé de Doumbia, on parle de Satriano, le Cardinal. À ma vie, je pense qu'il faudrait un petit peu de sang neuf aussi dans cet effectif. Pour l'instant, il n'y a que deux joueurs, c'est NDI et Ajor. Je pense qu'il faudrait un petit peu de sang neuf pour apporter quelque chose de plus à cette équipe qui aura besoin, parce que ce ne sera pas aussi simple que l'année dernière. Oui, c'est sûr. Mais je disais ça notamment parce que voilà, si Satriano ne signe pas, il sera important d'écouter les arguments qui ont été donnés par le joueur. Si c'est juste un argument financier, bon bah là on pourra jamais faire quoi que ce soit. Mais si c'est parce qu'il considère que la vie à Brest c'est compliqué pour son entourage sur tel ou tel point, il faudra l'écouter. Il faudra que le club l'écoute, que la ville aussi hein, potentiellement écoute, puisse entendre ça. Et à cet égard, je pense que c'est pas juste pour le Stade Brestois. On a un autre club professionnel à Brest qui s'appelle le BBH, qui accueille quelques joueurs étrangères. Et de ce que j'ai cru comprendre, ça reste pas longtemps non plus ces joueuses. Il y a un moment, il Je faut suis pas, prendre pas ses points. spécialiste handball, je suis pas trop spécialiste handball, mais visiblement, oui, c'est vrai, quand j'ai déjà vu des noms passer, c'était des noms souvent de l'Est. Mais je sais Mm. pas comment. Mais je crois qu'ils sont plus armés pour accueillir les étrangères au hand. Et bah, ne pas hésiter à regarder comment ça se passe. Peut-être que Gérard parle mieux anglais que Denis. C'est peut-être ça la C'est différence. possible, c'est possible. En tout cas, Gérard. s'il y a besoin de parler anglais, je pense qu'il y a énormément de gens à Brest qui aujourd'hui parlent anglais et seraient très heureux de pouvoir venir filer un coup de main, tout simplement. Toi qui parles très bien anglais, peut-être qu'il pourrait t'embaucher. Oh là, oh, attention, l'indépendance, monsieur, l'indépendance. Non. Voilà, bon, on a fait le tour, peut-être. Bah, Juste sur le évoquer, mercato, justement sur la suite du mercato, il me semble qu'il y a quelques noms qui circulent. On a vu Kamori Doumbia et on sait que c'est un peu la coqueluche. Et comme on aime bien foutre de la mer, on va le dire. Il y a un peu consensus entre nous. Kamori Doumbia, on n'est pas emballé à l'idée de le reprendre. En tout cas, moi, je hmm. ne le suis pas. Non, moi non plus, moi non plus. Enfin, surtout, en fait, c'est toujours une relation rapport qualité-prix. Le prix qui est évoqué, 7 millions d'euros. Si tu arrives à avoir Cameroun Doumbia pour 2 ou 3, oui, parce que effectivement. Mais le profil du joueur, en fait, c'est toujours pareil. Tu enlèves la mi-temps contre Lorient l'année dernière, qui est un petit peu un miroir déformant de sa saison. Il fait des bonnes entrées en jeu, mais il y a aussi beaucoup de matchs où où il est absolument pas. Oh là là, le titre pour Teddy Riner qui offre une nouvelle médaille d'or, qui est absolument, enfin, pas transparent, mais en tout cas, il peut disparaître de certains matchs pendant parfois 20, 30, 40 minutes, avec de gros trous d'air. Après, jeune joueur, potentiel, très bon dans le continent africain avec le Mali.
Si on arrive à faire baisser le prix, je pense que je suis peut-être celui de vous qui est le moins négatif sur son cas, je vais dire. Mais effectivement, voilà, si tu m'annonces que tu signes Doumbia pour 8 millions d'euros demain, je ferai un peu la moue, je pense. Et à l'inverse, tu voudrais qu'on signe qui? Si demain tu peux dire je signe tel joueur, de Euh, manière réaliste bien sûr, parce que sinon Kylian Mbappé c'est trop facile. c'est trop facile et en plus, j'ai pas envie de Kylian Mbappé. C'est une question que tu me poses comme ça, sans y avoir vraiment réfléchi, c'est compliqué. Je pense qu'avant de te donner un nom, je te donnerai déjà Un un poste. poste. Ce serait celui d'attaquant gauche, d'ailier gauche, qui me semble être crucial, parce que pour moi, ni Jérémy Le Doron, ni Mathias Pereira ne pourront être titulaires sur 34 matchs cette saison. Je trouve que c'est de bons joueurs de rotation, mais il nous faudra un taulier à ce poste, un pendant à Romain Del Castillo de l'autre côté. Au milieu de terrain, il faudrait également un petit peu d'expérience, un peu de muscle. J'avais pensé à Étienne Capou, mais je ne sais pas si voilà, ça, c'est un peu vieux, c'est un peu âgé aussi, c'est pas dans la fleur de l'âge. Enfin, c'est dans la fleur de l'âge, au contraire. J'ai pas de nom comme ça à te donner parce que j'ai pas forcément cherché à voir ce qui pouvait se faire. Mais sinon, je repense à Triano devant tous les jours, même s'il boude un petit peu. Je sais qu'une fois qu'il sera là, il boudera plus. Quand Mais je même, crois ouais. que c'est mort. Il y a le nom de Simeone. Il y a le nom de Simeone qui est revenu ces dernières heures. Donc le fils, c'est Giovanni, hein, qui est, si je pas de bêtises, le fils de Diego El Cholo Simeone. Mm. Niveau Grinta, ça devrait aller aussi. Beaucoup plus âgé, lui, en revanche, que Satriano. Pourquoi pas. Voilà. Après, en défense il me faudrait aussi un joueur confirmé. Je pense à Moussar Talbi de Lorient, qui fait une saison plutôt solide et qui était une des valeurs sûres du FC Lorient l'année dernière. Voilà les joueurs que je pourrais te citer pour l'instant. En tout cas, je veux des joueurs qui apportent quelque chose à l'équipe, qui vraiment viennent pour. Tu vois, tu les mets dans le 11 et c'est des joueurs fiables qui vont pouvoir jouer championnat, Coupe d'Europe. Mais c'est évidemment beaucoup plus facile à dire derrière mon micro que à la place du bureau de Grégory Lorenzi. Tout à fait. De mon côté aussi, je raisonne en poste, et effectivement, c'est le poste d'ailier gauche. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des priorités, que ce soit en poste ou en nom, on les lira. Et si jamais, hein, peut-être que Grégory Lorenzi les lira dans les commentaires, n'hésitez pas en tout cas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est mercato. Mine de rien, il y a eu peu de choses et en même temps beaucoup. En l'espace d'un mois, il reste à peu près 3 semaines de mercato. On se retrouvera pour parler sportif, bien sûr, avec la reprise de la saison un peu avant le 17 août. Et on se Je pense qu'on pourrait se retrouvera. faire une petite preview avec ce dont on attend de la saison, les objectifs, les moments forts et tout. Et puis on fera aussi une émission, on en a parlé entre nous, on ne sait pas quelle forme elle va prendre, mais peut-être spécial tirage au sort de la Ligue des Champions, le Et 29 oui, août, parce que c'est quand même un des moments forts, on le vivra peut-être qu'une seule fois, alors autant le vivre comme il faut, à fond. exactement. Et on se retrouvera aussi pour un épisode pour parler du reste, puisque un club de foot, c'est du sportif et c'est aussi du non sportif. Absolument, et donc ce non sportif, on est dessus, on le prépare, je pense que ce sera un épisode alors, je ne sais pas si vous allez l'apprécier, mais en tout cas, vous pouvez attendre avec impatience. Parce qu'il y a des choses, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, et on a d'ailleurs, sans spoiler quoi que ce soit, mais on va quand même avoir une petite pensée pour nos camarades brestois qui sont en Italie aujourd'hui. Alors ça s'est arrangé au dernier moment, ils vont pouvoir avoir le match contre la Juve, mais c'est absolument lunaire ce qui s'est passé notamment contre Naples, avec on a eu accès à certaines informations dont on parlera dans le prochain podcast, qui nous font douter que les déplacements européens l'année prochaine en Ligue des Champions se passeront du mieux possible. En tout cas, pour l'instant, le club, lui, n'est pas prêt. Très bien, Fanche. Merci pour ce teasing. On se Merci Yann. retrouve très bientôt. Merci pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à nous faire tous vos retours en commentaire, toutes vos idées. Voilà, on est toujours à l'écoute, on vous lit et on a très hâte de retrouver Ouais. cette saison. On vous lit, et puis on a eu pas mal de commentaires sur notamment certains qui souhaiteraient des formats un peu vidéo et des formats un peu différents. Vous avez proposé des choses, donc on vous lit, hein, bien sûr, c'est des choses auxquelles on pense, on discute de ça entre nous. Il faut bien savoir aussi une chose, c'est que on est à distance, et ça c'est un petit peu le côté problématique, on ne peut pas se rejoindre en studio tous les trois. Yann, toi tu es à près de 500 ou 600 km de nous en ce moment, et pour l'année qui vient. Donc on essaye de faire au mieux avec les moyens qui nous sont donnés aujourd'hui de pouvoir travailler à distance. Mais malheureusement, voilà. Donc pour les vidéos, peut-être pour la Coupe d'Europe, on a pensé à certains petits formats YouTube qui pourraient être sympas. Si on peut se déplacer à droite à gauche, pourquoi pas. Pourquoi pas? Bon, dans tous les cas, Fanche, à bientôt. À bientôt Yann, bonne soirée, bon match ce soir contre la Juve. Tout à fait. Et allez Brest, Et allez évidemment. voir, bien sûr. Comment ça donne en italien non. Ça peut être Force à Brest ou je sais pas.
Forza Brest. Allez, partons sur Forza Brest. Andiamo, je sais pas, je suis allé en Italie, mais c'était laborieux. C'est Bon, dire buonasera et arrivederci. bon, va falloir travailler, hein. Moi, je vais en Espagne en août, je prendrai des notes. Oui, alors si tu dis ça, vaut mieux que tu dises buenas tardes, du coup. Mais, Exactement. voilà. Et on Allez, dédicace ce podcast à Valentin Madoise, bien sûr. évidemment. Kenavo, allez Brest. Ciao.